Bonjour à tous, nous continuons l'exploration du gambit Chatard accepté avec cette position obtenue après le 8e coup critique des blancs, cavalier H3, obligeant la dame noire à se repositionner. On avait vu dans la vidéo précédente les suites inaugurées par le repositionnement de la dame problématique en D8, et maintenant nous allons analyser le repositionnement E7. Les suites pour les blancs sont soit dame G4, soit cavalier F4. Après dame G4 et analysons tout de suite une des réponses possibles qui est F5. Donc F5, ça a le mérite d'attaquer la dame, ça a le mérite de défendre G7, ça a le mérite surtout de ne pas roquer, ce qui est une erreur. Le coup dame H5 ici ne donne absolument rien. La meilleure réponse c'est dame G3. Après cavalier F8, donc un repli du cavalier pour défendre la case G6 et libérer de l'espace à l'aile dame. Cavalier F4, eh bien, certaines parties ont continué par un mauvais coup des noirs, une faute tactique, mais dont il est difficile d'imaginer l'ampleur au moment où elle est jouée, c'est cavalier BD7. Il faut jouer cavalier C6 dans cette position plutôt. Mais après cavalier BD7, alors les blancs ont une petite combinaison qui commence par un sacrifice du cavalier sur le pion F5, qui va laisser le roi noir dans les courants d'air, après la reprise sur D5 et la reprise du cavalier. Vous voyez que la dame ne peut pas se replier le cavalier menace de prendre la dame et menace de jouer en C7. Et si la dame se replie en D8, dame G7 est maintenant possible avec la tour qui est attaquée. Donc de toute façon, les noirs perdent une tour. Le moins mauvais coup est probablement dame F7, autorisant le cavalier à s'éloigner en C7 et à prendre la tour A8, qui de toute façon n'était pas développée, donc les noirs se disent que c'est probablement un moindre mal. Ils sont quand même déjà en grand déficit matériel. Après B6, dans l'objectif de récupérer le cavalier. Cavalier C7 est un très joli repli, puisque si le roi reprend, eh bien il y a échec et attaque à la découverte. Vous voyez ici, hein, la dame fait échec et la dame noire est perdue. Et donc ça ne marche pas, bien sûr. D'où le repli possible du cavalier en C7. Fou B7 tout de même. Cavalier B5. Dame E7. Cavalier D6. Attaque double. Le pion F5, le fou B7. Bien entendu, il faut faire un coup qui parlait de menace. Fou E4. Et maintenant, dans cette position magnifique, eh bien, nous avons tout simplement dame C3 avec une menace de mat en C8 qui est imparable. Imparable. Si les noirs jouent dame G5 pour donner de l'espace au roi, dame C8 quand même, roi E7, et dame E8 parachève le travail. Donc c'est une magnifique combinaison qui avait été jouée en 99 par Morozov contre Mezentsev. Donc des joueurs cotés 2002 et 2300 Elo. Si maintenant je reviens en arrière, après donc le repli du cavalier en C7 ici, qui était autorisé à cause de la petite combinaison E5 défendant le cavalier, si maintenant les noirs jouent cavalier prend E5, ok, ils sacrifient leur cavalier, mais ils vont récupérer maintenant sans aucun problème le cavalier en C7. Effectivement, pion prend cavalier et dame prend cavalier. Malheureusement pour les noirs, les blancs jouent le grand roc, et le repli des noirs est compliqué. Si le roi se réfugie sur la 7e rangée, la dame reprendra en G7, fera échec et la dame noire sera perdue. Donc roi 8 est absolument obligatoire. Tour D6. La tour menace de jouer, en C6 après le coup préalable fou B5. Donc tout cela doit être anticipé et empêché par A6. Fou E2, B5, et maintenant, donc tous les pions de l'aile dame sont défendus, le fou va à l'aile roi, en H5, G6 pour parer l'échec, mais maintenant,
il y a une attaque avec sacrifice qui est magnifique. Fou prend G6, et si le cavalier reprend, alors la dame se lance dans l'attaque et se sacrifie. Pion reprend, tout reprend, en H8. Le roi est en échec, il va en E7. Tour H7 va récupérer la dame après roi E8, donc tour prend C7. Et maintenant, eh bien, quoi qu'il se passe, vous avez compris que les deux tours vont pouvoir faire mat. Il n'y a plus du tout de défense pour les noirs. Revenons en arrière. Si au lieu de jouer A6 ici pour prévenir la menace, les noirs avaient joué H6 pour prévenir la menace plus tardive, on avait donc bien fou B5, roi F7, tour C6, dame B7, tour D1, cavalier E6, tour prend C8, et vous voyez qu'en fait c'est un sacrifice d'évacuation pour pouvoir jouer maintenant le coup tout simplement ici, tour en D7. Donc tour prend C8, tour D7, et vous avez, les noirs ont perdu leur dame. Nous avions vu au coup d'avant le coup F5, et maintenant que se passe-t-il si le noir joue G6? Les blancs jouent le grand roc, et les noirs peuvent ici tenter un piège. Ils ne peuvent pas se développer tout de suite en C5 à cause du coup cavalier B5, et le coup le plus logique, c'est de jouer A6. Mais ils peuvent tendre un piège en jouant cavalier F8. Pourquoi? Parce que il est habituel dans cette position, du fait de la position de la dame en E7 et du fou ici laissé sans défense, de permettre aux blancs de se sacrifier un cavalier en D5. Il y a beaucoup de combinaisons dans le début de cette ouverture sont basées sur ce sacrifice thématique en D5, mais il se trouve que dans le cas présent ça ne marche pas parce que les noirs ont une ressource. Si les blancs jouent cavalier D5, ils peuvent jouer tout de suite H5 et la dame noire ne peut pas rester sur la diagonale pour attaquer le fou. Elle va se repositionner et si elle se repositionne, le cavalier est perdu. Et donc la moins mauvaise suite, c'est de prendre la dame, de sacrifier, de consentir à l'échange de dames, ce qui n'est pas du tout le jeu des blancs. Hein. Habituellement, dans l'attaque à l'Ekin-Chatar, il faut garder des pièces lourdes pour attaquer. Donc là déjà, c'est un avantage stratégique pour les noirs, mais vous allez voir qu'il va être aussi tactique puisque ce cavalier va être perdu. Ce cavalier E7 va être perdu. Il va tout de suite reprendre le fou ici. Le cavalier H3 va être repris. Et puis, tour prend, je reprends. Et après cavalier BD7, eh bien le cavalier blanc ici en C8 est perdu. Et au final, les noirs ont un avantage matériel puisqu'ils auront gagné 2 pièces contre une pièce et un pion. Donc, c'est une des exceptions, c'est une des ressources tactiques qu'ont les noirs pour provoquer ce sacrifice thématique en D5 et obtenir l'avantage. Que se passe-t-il? Donc ça, c'était en jouant cavalier F8. C'est un peu tordu, très honnêtement. Hein. Si maintenant les blancs sont dans une situation habituelle, ils vont voir les noirs jouer A6 pour empêcher donc le coup cavalier B5, et ils vont pouvoir continuer à jouer normalement leur attaque en jouant cavalier F4. Les noirs jouent normalement C5. Que se passe-t-il juste pour vous montrer? Et ça a été joué. Hein. S'ils jouent maintenant le coup cavalier F8, eh bien c'est trop tard. Ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout. Le sacrifice peut être tout à fait consenti, par exemple avec le cavalier F. Cavalier FD5. Bien sûr, il ne peut pas être repris, sinon le fou est repris. Et le coup H5 ne marche absolument plus. Pourquoi? Pas parce que il y a une place encore ici sur la diagonale, mais tout simplement parce que ça pourrait suffire, hein, mais parce que tout simplement, les blancs eux-mêmes vont maintenant tendre un piège aux noirs. Ils vont jouer dame G3, un repositionnement très habile de la dame qui va laisser le cavalier en pâture. Mais cette reprise est absolument interdite. Pourquoi? Parce que l'autre cavalier reprend en D5. Vous voyez que la dame est attaquée, elle ne peut pas se repositionner ni en D7 ni en E6. Si vous regardez tranquillement en faisant pause, vous verrez que dans les deux cas, il y a une fourchette royale.
Elle doit jouer en D8, donc protéger par conséquent aussi la fourchette sur C7. Mais alors, échec par cavalier F6, roi E7, c'est la seule possibilité de réponse. Dame A3, échec. Et là, il y a deux séquences de maths forcées qui sont commencées soit par C5, soit par roi E6, que vous pouvez calculer facilement, donc je vous encourage à faire pause et à regarder. Ce sont des maths forcées qui coulent de source. Je vous en montre un. Après C5, dame prend, roi E6, pion D5, roi prend pion E5, cavalier G4 se sacrifie pour faire échec, pion prend, tour E1, roi F6, dame D4, roi F5, fou D3, roi G5, dame E3, roi F6, dame E5, échec et mat. Sur, ici, roi E6, on a fou C4, roi F5, dame D3, roi G5, dame E3, le roi revient en F5, G3 menaçant, dame F4 mat, G5 pour le parer, et dame E4, échec et mat. Donc, voilà pourquoi le repositionnement de la dame en G3 est diabolique dans cette position et que H5 ne marche pas. Mais vous pourriez dire que les noirs peuvent jouer autre chose, ils peuvent tout simplement jouer ici dame D8. Et s'ils jouent dame D8, les blancs gardent l'attaque. Ils vont jouer cavalier F6, échec, roi E7, D5, et là, les noirs sont complètement perdus quoi qu'ils jouent. Regardez par exemple s'ils reprennent le pion, alors cavalier prend échec, le roi ne peut pas bouger, et c'est la dame qui est obligée de reprendre le cavalier, avec un mat qui vient tout de suite. Regardez, dans cette position, faites une pause et montrez-moi comment les blancs matent en deux coups. Échec, et bam, cavalier E7, échec et mat. Donc c'est une très jolie finition. Ça, c'est si, donc, après D5, le pion D est repris. Si les noirs jouent un tour comme fou D7, un coup comme fou D7, pardon, dame B4 échec, le roi ne peut pas bouger, C5 et dame prend C5 mat. Si ils jouent leur cavalier qui ne sert plus à rien de F8 en D7, envisagez une suite que nous donnent les moteurs, hein, qui est déjà sont déjà des coups desperado, hein. Cavalier C5, dame prend, dame se sacrifie en D6, pion prend D6, C prend D6, dame D4, il n'y a plus de partie. Bon, vous avez compris qu'en fait, tout ça pour vous raconter que ce repli du cavalier en F8, après cavalier F4, donc ce repli du cavalier en F8, que je viens d'analyser longuement, et qui était dans la lignée du piège précédent, ne fonctionne pas à partir du moment où les noirs ont joué préalablement A6 et où les blancs ont dégagé leur cavalier en F4. Bien. Si maintenant les noirs jouent C5, ils peuvent encore tendre un piège très très subtil, puisque on pourrait croire que dans cette position, bien que le fou noir ne soit pas inquiété, le sacrifice cavalier F prend D5 fonctionne. Effectivement, il crée des menaces très importantes. Si donc les noirs reprennent le cavalier, et vous voyez que ce cavalier menace C7 et menace la dame. Et effectivement, le piège, les noirs sont perdants s'ils jouent dame D8. Pourquoi? Parce qu'après dame F4, les noirs sont perdants. S'ils roquent, c'est évident, hein, dame H6 et mat en H8. Et puis s'il ne roque pas, s'il joue par exemple ici cavalier C6, il y a encore une attaque gagnante, encore une menace de mat. Le pion reprend, cavalier C7. Donc il y a toujours une attaque pour les blancs. On peut continuer à la développer 2 secondes. Roi E7, D5, pion prend, cavalier reprend, roi E8, cavalier C7, roi E7, dame D6. Roi F7, fou C4, roi G7, cavalier E6 et fourchette royale. Et donc les blancs ont gagné et puis donc l'attaque est expéditive. C'est fini pour les noirs.
Ça, c'est si, bien entendu, après cavalier prend D5 ici, les noirs font l'erreur de jouer le coup naturel dame D8. En fait, ils ont une ressource tactique auquel, s'ils ont joué ce coup C5, ils ont forcément pensé, qui est ici de jouer cavalier B6. Et là, patatras, c'est tout le contraire qui se passe. Tel est pris qu'ils croyaient prendre. Certes, la dame est prise, mais si par exemple euh, la dame reprend avec échec en C8, cavalier reprend, l'autre dame est en fait, la dame noire est en fait perdue, mais au final, résultat des courses, les noirs ont gagné une pièce, deux cavaliers contre un fou et un pion. Si après cavalier B6, la dame est reprise tout de suite, c'est encore moins bon pour les blancs, puisque la tour est inquiétée, ici, et le cavalier est inquiété. Si par exemple le cavalier bouge, s'il va, bah, d'ailleurs il ne peut pas bouger, donc si la tour bouge, le roi reprend le cavalier, et là c'est encore pire. Tout ça pour vous dire que la suite, donc après Dame G4, la suite G6 tient la route. Elle tient la route après le grand roc, après A6, cavalier F4, C5. Eh bien, les noirs ont une ressource tactique. Après le repli de la dame en E7, les blancs jouent cavalier F4, et dans cette partie célèbre entre Bogolugov et Spielmann, les noirs avaient joué donc Spielmann A6, dame G4, G6 et grand roc. Et les noirs ici, donc Spielmann avait joué C5, un coup probablement trop ambitieux, probablement qu'à la place de C5 ici, cavalier B6 aurait été meilleur. C'est ce qui a été joué ultérieurement avec des positions équilibrées pour les noirs qui, dans cette variante, avaient réussi à faire le grand roc. Mais j'ai pas le temps de vous le développer ici. Et encore une fois, je ne vous fais pas un cours d'ouverture. Je vous montre juste pourquoi ce coup C5 est mauvais ici et pourquoi et comment les blancs l'ont exploité tactiquement de façon magistrale. Dame G3, cavalier B6, échange du pion C, la dame revient sur C5, fou D3, et vous voyez que dans cette position, les noirs n'ont pas résolu leurs problèmes de développement. L'aile dame est toujours encombrée, le roc est toujours hasardeux à cause de l'ouverture de la colonne H. Et donc, dans cette position, Spielmann avait replié sa dame en F8, puisqu'elle ne servait à rien là où elle était, et elle était censée avoir un rôle défensif en F8. Malheureusement, l'auteur de l'art du sacrifice a subi un sacrifice tout à fait artistique ici, un sacrifice passif, fou E4, un magnifique coup qui va en fait ouvrir, massacrer les pions noirs pour ouvrir des lignes sur ce roi resté au centre. Euh, donc dans la partie, le sacrifice a été accepté, mais quels étaient les autres coups candidats finalement? Si les noirs avaient joué par exemple cavalier C6, donc voilà le plan des blancs, c'était tout simplement de massacrer la chaîne de pions, comme ça, et après donc l'échange sur D5, eh bien c'est déjà fini, il y a une menace de fourchette sur F7, si les noirs jouent tour B8, cavalier C7, roi E7, dame A3, et puis c'est mat. Si maintenant après fou E4, la dame joue en G7, eh bien là encore le plan c'est toujours la reprise de ces pions de chaîne de ces pions noirs, hein, centraux. Bon, je ne vous fais pas la suite qui consiste à reprendre le fou, vous venez de la voir. Les noirs peuvent ici jouer dame prend E5, pardon, avec une attaque de la tour en E1, dame D4, fou prend E6, pion reprend, cavalier reprend, attaque la dame, fou reprend le cavalier, tour reprend avec échec, roi D7. Donc là, la tour pourrait déjà aller en D1, mais il y aurait une dame échangée contre deux tours, donc c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est tour H4.
Et après dame C5, B4, donc le pion ne peut pas être pris, vous avez compris pourquoi, hein. Dame F5, dame D6 échec, roi C8, tour prend en H7. Si cette tour n'est pas reprise, il y a un mat sur C7. Et si elle est reprise, eh bien, il y a tout simplement mat par tour E8. Bon. Donc voilà pourquoi ce sacrifice de Bogoliubov était diabolique. Et dans la partie, Spielmann n'a rien trouvé de mieux que de l'accepter. Après, pion prend fou, cavalier prend pion, menace cavalier F6. Ce qui est défendu ici par le développement cavalier BD7. Après, dame C3. Donc la dame ici vise la case C7 pour défendre une case de mat en D8, la colonne D étant très puissante et déjà occupée par la tour en D1. Dame E7 vient renforcer un petit peu la défense de cette case critique. Cavalier F6, échange sur F6, le pion E est défendu par la dame en C3. La dame ne peut pas aller sur la colonne D, donc elle est contrainte de quitter la défense de D8. Elle retourne sur F8. Dame C7 maintenant se positionne sur la case critique. Elle menace au passage de prendre le cavalier. Le fou s'interpose. Alors si c'était le cavalier d'ailleurs ça aurait pu être pas plus mal, mais bon peu importe. Le fou s'interpose. Il faut qu'une pièce s'interpose. Dame prend B7, menace de prendre soit la tour soit le cavalier si le cavalier bouge. Tour D8. Dame prend cavalier qui de toute façon était perdu depuis longtemps. H5. Tour à E1 et dame H6 menace une contre-attaque en prenant le cavalier F4. Et si dame joue en D6, non seulement la dame protège le cavalier en F4, mais menace un mat tout simplement en E7. Dame F8 est forcée. Dame C7. Et si les noirs jouent G5, ils forcent le sacrifice du cavalier sur E6, qui est complètement gagnant. Si le cavalier est repris, tout reprend en D7, échange, tour E6, roi F7, reprise de la tour en D7, et donc l'attaque est gagnante avec un mat qui a lieu 5 coups plus tard. Je vous laisse le voir par vous-même. Donc une magnifique attaque à sacrifice ici, au 15e coup par fou E4. Complètement imparable. Et donc magnifique. Je ne vais pas résister non plus à vous montrer toute la beauté de cette ouverture jouée par Alexander Alekhine et la fameuse partie qu'il avait gagnée en 1914 contre un certain Farny à Mannheim qui est magnifique et qui recèle de pièces tactiques. Vous voyez, ça commençait par la même façon, le repli en E7, mais cette fois-ci, avant de jouer Dame G4, Alekhine avait joué Cavalier F4. Et là, les Noirs avaient joué une manœuvre qui est répandue, je trouve, dans cette ouverture, mais qui n'avait pas du tout fonctionné. Cavalier F6 pour se positionner en G6 et dégager un peu l'aile dame, pardon. Dame G4. Et là, il avait joué F6, ce qui était problématique. Peut-être cavalier G6 aurait pu rendre service, mais ça s'est exposé au sacrifice en D5, ce fameux sacrifice que vous avez vu tout à l'heure, et obligeant dame D8, et donc les noirs perdaient un pion sans compensation. Après cavalier C6 et grand roc, les blancs avaient l'avantage, enfin avaient récupéré le pion du gambit, plus exactement, sans aucune contrepartie pour les noirs qui se retrouvent en retard de développement. Sur F6, tout comme sur F5, hein, c'est la même chose. Sur F6, on a tout simplement pion reprend F6, ou en passant sur F5, ça revient au même. Pion reprend. Là, le sacrifice en F5 en D5 pardon, ne marche pas, puisque la reprise du cavalier entraînerait un échec au roi. Donc le roi est pas bien placé. Il faut d'abord bouger le roi, faire le grand roc, et C6 rend le sacrifice en D5 caduc. Les blancs ont donc joué tour E1,
donc avec une menace, vous voyez sur la colonne E. Le roi s'est mis en D8 pour se protéger. Tour H6 avec une grosse pression sur le pion E6. Attaqué 3 fois, défendu 2 fois et surtout bloquant le développement des noirs. Le cavalier ne peut plus jouer en D7, sinon le pion E6 est perdu et donc c'est très compliqué puisqu'ils ont joué C6. E5, donc expansion des noirs pour résoudre ce problème et attaquer à la fois le cavalier ici et la dame. Bien entendu, cette attaque n'est pas si terrible puisque ce pion est tout de même cloué et donc il suffit de bouger la dame pour aller bien. Dame H4. Maintenant, les deux pions ici sont cloués et cavalier BD7 est joué. Fou D3, E4, Dame G3, donc le fou ne peut pas être pris puisque la tour est dans l'alignement. Les noirs ont joué Dame F7, le fou peut être pris, et Alekhine a joué un magnifique sacrifice. Fou prend E4, pion reprend, cavalier reprend, et ça va faire très mal, malgré la contre-attaque par tour G8 ici, Dame A3, Dame G7, donc vous voyez que les noirs jouent quand même de façon très agressive, ils attaquent la tour, ils ont attaqué la dame au coup d'avant, mais cavalier D6, c'est un magnifique coup. Le cavalier se repositionnera en F7, donc la tour ne peut pas être prise. Les noirs jouent cavalier B6 pour libérer l'espace au fou. Cavalier E8 attaque la dame. Et si la dame joue maintenant prend la tour en H6, eh bien il y a mat par dame E7. C'est magnifique. Donc dame F7, la dame reste sur la 7e rangée pour parer le mat. Check. Dame D7 s'interpose. Dame prend F6. Et là, il n'y a plus du tout de possibilité. Le roi ne peut pas bouger. Et donc c'est encore une fois la dame qui doit s'interposer. Et elle est reprise avec échec et mat. Donc voilà la partie qui a été spectaculaire et qui a donné toute sa popularité à ce gambit Alekhine Chata. C'est un festival.